peut citer Cocteau qui dit qu'il y a le cinéma d'avant et d'après Laroux comme il y a la peinture d'après et d'avant Picasso. Moi je citerai évidemment l'un de mes auteurs favoris qui est Jean Epstein, qui disait que c'était tout simplement le plus beau film du monde. Gans a appelé Laroux une tragédie moderne. Sisyphe est amoureux de sa fille adoptive, donc c'est pas sa fille, après tout, il aurait pu l'épouser. Et son frère, qui n'est pas son frère, est également amoureux. Alors ça donne une espèce de triangle amoureux infernal. Gans plonge ces personnages, qui sont encore une fois des personnages de mélodrame assez classiques, dans un univers et dans une ambiance totalement nouvelle pour l'époque, qui est une ambiance du monde du travail, du monde des cheminots, du monde du rail. Cette figure du train se greffe sur cette histoire de Laroux qui serait une sorte de figure mythologique. Alors évidemment, après, Gans, il aime bien tirer les métaphores, donc il ne faut pas se gêner. Donc c'est sûr que la roue qui tourne, la pellicule qui tourne, le cinéma, le train, la bande des rails et de la pellicule, enfin, tout est possible. Ça, c'est assez génial aussi, d'être aussi libre et dans toutes les associations possibles. Il n'y a aucune interdiction sur les métaphores, les liens, les délires interprétatifs. On a le droit à tout. C'est la roue du destin et c'est véritablement un film sur la roue du destin. Vous devez agir et ça c'est très présent à l'intérieur du film. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, Sisyphe il doit gagner sa vie, il doit continuer, il aime passionnément son métier. Sisyphe, lui, il est perdu très vite en réalité et il travaille vraiment uniquement parce que c'est la condition humaine qui veut ça et que pour lui, c'est une façon de ne pas sombrer complètement dans la monstruosité, dans l'animalité, etc. C'est-à-dire que dès qu'il s'arrête, Sisyphe, immédiatement, il se remet à penser à sa fille dans des termes peu catholiques. Enfin, donc forcément, il est obligé, en fait. Il est absolument obligé, pour rester humain, de continuer son labeur infini. Sisyphe est un personnage qui va essayer de dominer la bête qui est en lui. Hein. D'ailleurs, ça c'est écrit dans le scénario. Il y a des moments où il écrit Gans, le mal qui est en lui se réveille, etc. Et c'est très typique. Et c'est quelqu'un qui justement réfrène ses pulsions. Hein. Ce qui est sûr, c'est que dans la roue, les relations entre les individus, entre les êtres, priment sur tout le reste, et qu'en même temps, ces relations-là sont tout le temps empêchées par le contexte, ou par la situation, ou par la position en fait, des uns et des autres, et surtout le fait que cette position est quasiment fatale. C'est-à-dire que c'est toujours cette figure de la roue qui tourne, la roue du destin, à laquelle on n'échappe jamais. En même temps, Gans offre la possibilité à tous ces personnages d'avoir toute la complexité du monde. Il n'y a pas de déterminisme sociologique, on va dire. Il y a un destin qui est un destin mythique, en fait. Donc c'est des grandes forces cosmiques qui du coup se passent par la machine et par la société, mais qui ne sont pas des déterminants sociologiques en réalité. Le point de départ de la roue est de représenter une famille qui souffre de pauvreté. Il y a toute une représentation du déterminisme de classe, puisque du coup il y a un mariage arrangé qui est lié à des questions d'argent pour essayer de s'émanciper de son milieu. Bref, tous les comportements des uns et des autres sont cantonnés par leurs conditions sociales et leur rapport à l'argent. Gans s'érigeait quand même en critique de sa société et notamment d'une certaine idée de la modernité
qui abolit les questions spirituelles au profit du matérialisme, et l'argent fait vraiment partie de ce spectre. La roue, c'est une façon très élevée d'imaginer un monde en permanence connecté. La vie est partout, dans la douceur comme dans la violence, tout est réel, surprenant, égalitaire. Le chien et le bouc, ils sont très importants dans tout le film parce qu'ils créent la chèvre dans les 2 premières époques et le chien dans les 3 et 4e époques. Et ils créent comme une sorte de continuité, comme une petite musique qui permet de suivre et puis par moments de ponctuer un peu l'action. D'ailleurs, quand on a étudié les différentes boîtes qu'on a retrouvées des chutes du film, on a notamment retrouvé une boîte de chute intégralement constituée de chiens, de plans de chiens. Donc ils ont visiblement beaucoup tourné ce chien. Et d'ailleurs, dans la liste musicale, il y a à un moment donné une musique qui est notée jusqu'à la 3e tête du chien. Donc vraiment, le chien, il est là jusqu'au bout. C'est vrai qu'ils sont des personnages à part entière. Ils sont cadrés comme des êtres humains d'une certaine façon dans le plan. Ils ont la même présence en fait qu'un être humain. Même ils sont carrément anthropomorphisés. Donc la chèvre monte sur la chaise, elle se déguise, le chien parle. Le chien parle même aux morts, donc ça prend une proportion sidérante. Et c'est à mon avis un élément vraiment fondamental du film parce que Gans, à ce moment-là, comme d'autres artistes d'ailleurs de sa génération, mais lui, il est vraiment convaincu que les choses parlent, que le monde, en fait, en tant qu'unité, partage la question de la vie, du symbole, du langage. Et donc les choses parlent, les hommes aussi, mais les animaux et les plantes aussi. Et du coup, à égalité même avec les chiens, le chien, la chèvre, il y a les plantes qui font aussi l'objet de gros plans, d'attention très particulières et qui s'incarnent à l'écran avec leur langage. Un langage qui n'est pas que symbolique, mais qui est aussi un langage sensible, organique, une présence, une attention, un tremblement. Tout est montré, le règne humain et non humain, si on peut dire, sur un plan relativement d'égalité. Les objets ont une âme, c'est surtout la locomotive quand même. La locomotive, elle devient le substitut de son amour perdu, puisqu'il va même lui donner le nom, Norma, de sa fille perdue. Il va la bichonner, lui parler, l'étreindre, la violenter, exactement comme si ça avait été sa compagne. Il parle d'ailleurs avec sa machine, ça c'est intéressant aussi dans le film, c'est le dialogue de l'homme et de la machine. Ils se parlent, la machine est vivante, c'est la bête humaine. La locomotive est l'actrice du film. Tous ces plans-là n'avaient jamais été faits. Prendre un train, tourner un train à grande vitesse, tourner sur un train à grande vitesse, tourner, tout ça, c'est véritablement les inventions de Gans. Quand on parle d'un nouveau code cinématographique à travers la roue, les cadrages, les gros plans, la dynamique de montage. On a l'impression qu'il monte au même rythme que le son d'une locomotive. Ces plans sur les essieux, sur les roues, sur les rails. La vedette du film est cette locomotive. D'après un scénario de 250 pages, parsemé de petits dessins révélant un Gans dans son monde, La roue est une épopée intime de 6h30 en 4 époques. 5 mois de tournage, un budget de 250 000 francs et 2000 mètres de pellicule sont prévus au départ. Ce sera finalement 16 mois de tournage, 5 millions de francs et 10 900 mètres de pellicule, soit 150 heures de rush, dont 49 boîtes de matériel jamais exploité et 9 boîtes de chute. Gans est malgré lui le cinéaste de la performance. Gans changeait souvent d'avis. Comme c'était quelqu'un d'exalté, tout d'un coup il se sentait une puissance créatrice formidable et le lendemain il était dépressif et il disait « bon, on recommence, on refait ». Donc il y a eu énormément de retournages aussi de scènes qui lui convenaient pas, qu'il a reprises, qu'il a retravaillées. Gans, lorsqu'il initie le scénario de La Roue, très vite, sa jeune épouse tombe malade. À la fin du premier montage de La Roue, sa jeune femme, en dépit des soins, décède.
Gans, en deuil, va partir aux États-Unis. Il part aux États-Unis pour fuir sa douleur et aussi pour accompagner son film précédent, J'accuse, qui était diffusé aux États-Unis, que Griffith allait voir, bref, il y avait un enjeu de travail. Il va en plus vivre, pour le coup, une espèce d'intraveineuse de modernité. Il est saisi par le rythme des gratte-ciel, par le jazz qu'il entend en rentrant en France, La Roue va complètement changer d'orientation et en particulier en termes de montage, puisque Gans va essayer d'introduire dans son film cette rythmicité dont il a fait l'expérience aux États-Unis en syncopant davantage son montage. On a à la fois un Gans, comme toujours, d'une inventivité sur le plan narratif, technique, du montage, du traitement de la couleur, puisque la couleur joue un rôle dramatique extrêmement important. De tous ces points de vue-là, Gans fait œuvre de novateur entre 1919, qui est le début du tournage, et 1923, la sortie publique du film au Gaumont Palace. Une œuvre qui, sur le plan de l'histoire du cinéma et de l'histoire des formes cinématographiques, est extrêmement inventive, novatrice. Gans est un des premiers dans le cinéma français, enfin j'ai pas d'autres exemples, à tourner les nuits en vraie nuit, à une époque où les pellicules étaient très peu sensibles et où ça posait des problèmes de logistique compliqués. Par exemple, le suicide de Sisyphe, quand il veut se jeter sous les roues de la locomotive, c'est filmé la nuit et avec des noirs. Gans voulait des noirs très très profonds. C'est un des premiers films qui a été tourné en extérieur, avec une partie du naturalisme très fort. Il faut voir que les 2/3 du film ont été tournés en extérieur, et là-dessus, il y a le making-of formidable de Blaise Sandras qui nous montre quelles étaient les conditions de tournage à Chamonix lorsqu'il tourne La Roue. On voit les caméras qui sont montées sur des engins portatifs. On voit aussi la joie de Gans au travail en duo avec son chef opérateur Léon Sanré-Burel. Et à deux, ils formaient vraiment un duo d'inventivité assez constante. En fait, la plupart des procédés ont disparu. C'est ça qui est assez amusant aussi, c'est que quand on invente, il y a des inventions qui réussissent, puis d'autres qui ne prennent pas. Et donc, par exemple, toutes ces idées de caches, les caches ronds, carrés, etc., jamais plus on les verra dans le cinéma. Très rapidement, ça va disparaître, en fait. Le cadre va s'assagir d'une certaine façon, il va rester carré ou rectangulaire, etc. Mais on n'aura plus ce jeu sur les caches qui, quand même, était une autre façon d'envisager le cadre cinématographique. Tous les fondus au noir, toutes les superpositions, les effets d'apparition, etc., tout est fait à la caméra. C'est-à-dire qu'ils tournent une première fois, ils ne développent pas, ils remettent la pellicule déjà utilisée dans la caméra et ils retournent par-dessus. Enfin, c'est une maîtrise technique qui est quand même sidérante. Pour reconstruire le film fleuve de Gans à la hauteur de son tempérament, la Fondation Jérôme Sédou-Pathé a généré de nombreuses collaborations, dont celle de l'Immagine Ritrovata de Bologne ou de la Cinémathèque française. On a fait un travail de mise à disposition d'un nombre considérable d'éléments, puisque nous disposons d'un négatif de La Roue, qui est incomplet, mais qui est quand même un négatif, de contre-types, de chutes, de copies, etc. Et ensuite, on a fait le tour de toutes les archives du monde. On a retrouvé des choses en Russie, à Prague. On a beaucoup utilisé une copie qui était à Prague et qui était très intéressante, à Bruxelles. Donc c'est ce travail-là d'enquête qui est préparatoire en fait, au travail de restauration proprement dit. Il a été très bien fait et il est absolument crucial pour qu'on ait la bonne base et qu'on connaisse vraiment bien le matériel avant de partir sur la restauration. Nous avons également travaillé avec la Cinémathèque suisse, puisque la Cinémathèque suisse intervient également dans ce travail, sur le suivi
des travaux de restauration qui ont été supervisés par François Head et qui ont été réalisés au laboratoire par l'Image retrouvée, place Clichy, lieu assez symbolique puisque c'est le lieu de la première de La Roue au Gaumont Palace. Ici, c'est un scanner, Harry Scanner, qui est le scanner le plus performant pour scanner des films d'archives. Donc on charge le film dans ces petits chemins et surtout dans cette fenêtre, ce qu'on appelle une fenêtre archive, et qui permet de scanner la pellicule sans perforation. Et donc du coup de jamais stresser le film et de jamais abîmer en fait les perforations qui peuvent être très fragiles et surtout qui sont parfois en plus qui ont des formes qui sont un peu spéciales et qui ne correspondent plus en fait aux standards actuels. Alors, en général, on parle globalement de restauration pour un film, mais ça recouvre des réalités très différentes. Il y a la restauration physique, hein, c'est-à-dire un film est rayé, il y a des poussières. Donc on répare ça avec des méthodes avec le numérique, des logiciels de restauration numérique. Et puis la reconstruction, c'est rétablir l'intégrité du texte du film, c'est-à-dire remettre les scènes dans le bon ordre, combler les lacunes, si possible. Et dans le cas de La Roue, évidemment, le problème se posait, puisque c'est un film qui est passé d'un métrage de 11 000 mètres, c'est-à-dire pratiquement 8 heures, à une version raccourcie, on devrait dire même une version mutilée, qui, à l'arrivée, ne faisait plus que 3 000 mètres. Et on est passé par des tas de versions intermédiaires, il y a eu des montages différents. C'est-à-dire qu'Abel Gans, tout au long de sa vie, a recoupé dans le négatif, a reconstruit son film de manière différente, avec une version de 4h30, une version à épisode, une version même d'1h30 qu'il voulait parlante sur la fin de sa vie. Et je me disais, cette version de 1923, qu'est-ce qu'elle est? Alors, on avait le scénario, on pouvait partir du scénario, mais on ne savait pas si les épisodes que l'on voyait dans le scénario avaient été tournés ou pas. Sur un film, il y a des indications sur les manchettes, hein, c'est-à-dire sur les bords du film. Et il y a également des renseignements qui sont notés sur les photos, enfin encadrant les photogrammes avec des petits numéros qui donnent l'ordre du montage. Or, dans le négatif original, par exemple, qui est très incomplet, hein, puisqu'il ne fait que 3000 mètres, on a des sautes de numéros. Et ces sautes de numéros permettent de comprendre qu'ici, à tel endroit, il y a une saute de 100 numéros, ça veut dire qu'il y a une scène qui a été retirée. Alors, en comparant avec le scénario, on peut savoir de quelle scène il s'agit, et avec un peu de chance, on peut éventuellement la retrouver dans une copie ou dans des doubles. On s'est appuyé pour reconstruire le film sur quelque chose qui a été essentiel, qui est une liste de partitions qui a été utilisée par Paul Fausse, qui était le directeur musical du Gaumont Palace, avec la participation de Neguer, mais je pense que c'est surtout Paul Fausse qui a fait ce travail. Et donc sur cette conduite musicale, Fausse notait parfois, pas toujours, à quelle séquence correspondait ou à quelle scène correspondait la musique. Donc, cette liste musicale, ça a été un peu la colonne vertébrale de la reconstruction. Il s'agit de 117 morceaux de musique contemporaine. Les 2/3 des musiciens étaient encore en vie lors de la sortie de La Roue. Et on s'est dit pourquoi, ce qui n'avait jamais été fait, on n'essaye pas de repartir de cette liste musicale pour cette reconstruction de la Roue. Le but étant de retrouver, dans la mesure du possible, cette version de 1923 qui dure 6h30.
Musik ist nicht als Film gedacht, aber die Musik, die ausgewählt ist, also vor allem diese Stücke, die ich eben genannt habe, die im Zentrum der emphatischen Entwicklung des Filmes stehen, das sind Musiken, die sehr oft mit der Oper verwandt sind oder aus diesem spätromantischen, opernhaften Gestus herauskommen oder eben groß angelegte sinfonische Werke sind, die eben auch diese über lange Strecken gedachte motivische Entwicklung drin haben. Und da kann man nicht sagen, dass die grundsätzlich filmmusikaffin wären. Sie sind es aber zu den Filmen von Abel Gance auf jeden Fall. Ja? Weil das hängt ja natürlich auch mit dem Regisseur zusammen, was für eine Art Film er jetzt gemacht hat. Und bei den Filmen und insbesondere La Roue mit diesem über 7 Stunden angelegten Riesendrama und so, das bis in die archaischen Sachen und geht und moderne Problematik bis in die Archaik runter projiziert, da passt eine spätromantische Musik und symbolistische Musik passt wunderbar dazu. Und wird da eine Filmmusik in dem Moment, wo sie eben in Interaktion zu dem Film tritt. La musique, les musiciens ont retranscrit des pages et des pages et des pages de partitions, les ont rentrées dans un logiciel de modélisation musicale et ont agencé ça en fonction du montage qu'on leur a proposé. Donc entre des parties qui ont été recréées à l'ordinateur, des parties qui avaient quand même été déjà enregistrées, et on a ensuite essayé ensemble, donc on avait des réunions régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, avec Bernd Teves et Nina Goslar pour confronter en fait le montage musical et le montage image. Et donc ça permettait aussi de se rendre compte de ce que ça donnait. Est-ce que ça marchait? Est-ce qu'on était près ou loin? On se rendait compte parfois que c'était complètement en décalage et que donc quelque chose ne fonctionnait pas. Donc chacun retournait travailler dans son coin. Für mich ist es ganz wichtig, dass diese Kleinteiligkeit der Musik nicht sichtbar wird, sondern dass man es als ein großes Drama empfindet, spürt und auch einen großen Bogen schafft. Und das geht, glaube ich, nur, indem man wirklich jedes Stück vorausdenkt. Also das heißt, wenn ich ein Stück dirigiere, bin ich im Kopf schon beim nächsten und übernächsten und dem danach, um zu wissen, wie man jetzt diese Linien aufbauen kann, auch Spannungsbögen. Es gibt ja unterschiedliche Schichten da, also einen sehr eng gesetzten Spannungsbogen, aber es gibt eben diesen ganz großen Bogen oben drüber und der ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist aber bei Abel Gance gar nicht so kompliziert, wenn man dem Film auch sehr aufmerksam folgt, weil er durch seine Erzählweise, die ja auch was Melodramatisches hat, das mir hilft. Also für mich hat es immer so was Opernhaftes. Und bei der Oper ist es ja auch so, dass man sich über sehr lange Zeiträume ausmehrt und das kommt einem dann entgegen. Grundsätzlich denke ich, dass Musik immer erst einmal Musik ist und dann zur Filmmusik wird, wenn sie in einen funktionalen Zusammenhang mit dem Bild gestellt wird. Erst dann wird es wirklich zur Filmmusik. Wir haben das Klischee natürlich im Kopf von Filmmusik, manchmal auch so ein bisschen kitschiges Klischee. Das ist aber zu kurz gegriffen und außerdem denke ich, ist es gerade bei dieser Auswahl von Arthur Honegger und Paul Voss interessant, dass man mal neben diesen ganzen Komponisten, die uns heutzutage gar nicht mehr viel sagen, die aber damals sicherlich zum Standard gehörten, dass auch bei den bekannten Komponisten oftmals Werke verwendet haben,
die nicht die Hits waren, nicht die Klassiker, sondern dass man eben nicht auch als Zuschauer sofort eine eigene Erinnerung hat oder Bilder entstehen oder so, die man mit dieser Musik verbindet. Auch bei den nicht französischen Komponisten, zum Beispiel bei Mascagni, wir haben einige Mascagni-Stücke, man hört sofort, es ist der Mascagni, aber es sind eben nicht die Hits von Mascagni. Und das ist sehr klug, wie ich finde. On a défini un peu un protocole de restauration avec le laboratoire. Ça a été d'aligner sur un montage numérique, enfin sur une timeline, d'aligner tous les plans et de les synchroniser. Et on va faire d'abord un énorme travail de comparaison. Ça consiste en un travail d'analyse de tous les éléments films qu'on va numériser d'abord en basse définition et on va les mettre sur une timeline d'un logiciel de montage. Et donc on va d'abord déjà étaler en fait le film, déplier, déployer tout le matériel existant du film pour arriver à comprendre quelles sont les différentes versions. La difficulté pour la restauration proprement dite, la restauration physique, c'est que lorsque vous assemblez par exemple un plan issu du négatif et que vous le complétez par un plan issu d'une copie, vous avez deux éléments qui photographiquement sont hétérogènes. Le négatif par exemple a une plus grande dynamique, est plus beau, il a une meilleure définition, la copie peut être rayée, endommagée, etc. Donc il fallait essayer de raccorder ces deux éléments avec un minimum de sautes visuelles. Ça a pris beaucoup de temps, parce que c'est chaque collure, encore une fois, qu'il s'agit d'analyser, de répertorier. On a des tableaux Excel énormes qui répertorient chaque collure, la longueur de chaque plan, et qui permettent de comparer ensuite entre les différentes versions pour savoir quelles sont exactement les différences et à quel moment elles ont pu apparaître. Au départ, on mettait les plans comme ça, on les collait cut, comme on dit, hein, c'est-à-dire droit. Et puis, ça s'est avéré absolument pas satisfaisant parce que ça provoquait des sautes, alors sautes de contraste, sautes de définition. Alors, j'ai commencé à réfléchir à une solution, c'était quand on avait 5-6 images communes aux deux éléments, on les passait en fondu enchaîné. Donc, les éléments restaient hétérogènes, mais ça passait doucement, donc c'était beaucoup plus acceptable, c'était plus fluide, voilà, pour l'œil. Ce qui est le plus gênant, disons, c'est ce qu'on appelle les défauts impulsionnels, c'est-à-dire les petites poussières, les petites taches. Alors ça, c'est relativement simple à enlever, tant que c'est sur quelques pixels. Les grosses taches de décomposition, tout ça, qui sont présentes en particulier sur les deux dernières parties du film, on a, disons, amélioré au maximum ce qu'on pouvait améliorer et ce qui n'était pas améliorable, on l'a laissé. Mais globalement, on a à peu près la roue dans sa version de 1923, c'est-à-dire 4 époques, environ 7 heures de projection pour les 4 époques. Pourquoi le film, qui date de début des années 20, nous touche encore et nous concerne encore aujourd'hui? Je pense que les histoires d'amour sont éternelles et que l'histoire de la roue, c'est évidemment une grande histoire d'amour avant tout. On découvre aussi une histoire et une sorte de lyrisme échevelé qui
plein de moments et d'une émotion et déchirante en fait. Et avec aussi des relations entre les personnages, cette espèce de famille complètement dysfonctionnelle où tout le monde est amoureux de ceux qui pensent être leur fille ou leur sœur. Tout ça est quand même tout à fait curieux et déconcertant et probablement serait plus si facile à faire aujourd'hui non plus. Histoire extraordinaire façonnée par un bricoleur de génie, La Roue est une ronde profonde et agitée autour de la catastrophe des sentiments. Le héros, au cœur serré comme un poing, assume jusqu'au bout ses choix, faisant de La Roue un film hors norme sur le courage, la capacité à vivre vaillamment toutes les choses qui nous dépassent. Une œuvre étrange et tenace à retrouver.